Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 7 novembre. Le Musée acadien du Québec a reçu récemment un prix d'excellence attribué par la Société des musées du Québec. Femmes Essor se présente désormais sous le nom d'Evol. Le Rendez-vous des artisans de Passepébiac est de retour cette année pour une 18e édition et aura lieu les 20 et 21 novembre prochains. L'association LGBT+, Baie des Chaleurs, c'est quoi au juste? Retour sur la journée de l'économie sociale organisée par le Pôle d'économie sociale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Et une saison estivale record pour le Bioparc de la Gaspésie. Bonne émission à tout le monde! Tout d'abord, le Musée acadien du Québec situé à Bonaventure a reçu récemment un prix d'excellence attribué par la Société des musées du Québec. Rachel Lapointe, la directrice du Musée acadien, nous en parle. Bonjour Rachel. Bonjour. Là, dernièrement, le 14 octobre dernier, le Musée acadien du Québec il a reçu un prix d'excellence attribué par la Société des musées du Québec. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi ce prix-là? Oui, en fait, à chaque année, la Société des musées du Québec, qui est un organisme qui chapeaute les musées et institutions muséales du Québec, tient un congrès annuel où il y a des ateliers, c'est leur assemblée générale annuelle également. Et lors de cette occasion-là, la SNQ remet des prix d'excellence. Donc, il y a 5 prix qui sont remis à chaque année à des institutions qui ont fait des projets particuliers et les 5 prix sont divisés selon le budget de projet. Donc, nous, on a gagné un prix pour la catégorie 5, donc les budgets un projet d'un budget de moins de 75 000 $, je crois. Donc, c'est pour le projet Maison Mémoire, donc notre série d'expositions qu'on a lancée l'année dernière. Selon vous, pourquoi que le projet du Musée acadien du Québec a été retenu? Bien, en fait, c'est un jury des pairs, donc c'est vraiment exceptionnel que le musée a gagné. Je pense que le projet a été retenu parce que c'est sûr qu'on n'a pas la rétroaction là, du jury, mais je pense que la décision a été assez unanime et parce que le projet touche à plusieurs aspects du patrimoine bâti et permet aussi d'aller chercher une interaction avec la communauté locale. Donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, le projet a été choisi. Pouvez-vous nous parler un petit peu du projet, comme ça? Oui, donc c'est une série d'expositions qu'on a lancée l'année dernière. Donc l'exposition a lieu de juillet à mai 2020. Et donc c'est une série d'expositions qui, à chaque année, va mettre en lumière une maison de la Gaspésie. Donc, il y a un appel à participation qui a été lancé pour que les gens qui pensent qu'il y a une maison patrimoniale acadienne, donc que ce soit une maison qui a été construite par des Acadiens ou qu'il y a des Acadiens qui ont vécu dans la maison, puissent nous proposer leur maison. Et on ne parle pas seulement de patrimoine bâti, donc l'architecture, mais les maisons ont aussi un caractère social dans la communauté où elles sont. Donc, par exemple, la Maison Mémoire, la première exposition, c'était une maison de Saint-Siméon. Donc, on remonte à la déportation là, avec l'histoire de la maison. Donc, ça dépend vraiment du contexte de la maison. Donc, ça a été la première édition et la deuxième va se tenir cette année, donc de janvier à mai, encore une fois, cette année. D'accord. Une première exposition, ça a bien été? Ça a très bien été. Notre but, c'est sûr qu'en pleine pandémie, là, on voulait offrir quelque chose pour la communauté et je pense que ça a beaucoup fonctionné. Les gens ont pu se reconnaître dans l'histoire de la maison, reconnaître des gens de leur famille aussi. Donc, ça a très bien fonctionné de ce point de vue-là. Et on a développé un sentier patrimonial aussi qui existe sur le terrain de la maison. Donc, les gens peuvent aller visiter le sentier s'ils le veulent. OK. Puis là, présentement, qu'est-ce qui se passe ici au musée? En ce moment, notre exposition temporaire, c'est une exposition de l'artiste Maryse Goudreau. Donc, c'est sur les Belugas. C'est plusieurs installations là, qui sont disponibles pour voir. Et l'exposition va avoir lieu jusqu'à la fin décembre. Donc, à ne pas manquer.
Puis vous avez une petite boutique aussi. Oui, exactement. On a créé un espace derrière moi là, dans le hall d'entrée avec nos produits là, qui sont d'habitude dans la chapelle, mais on a aménagé l'espace ici pour que ça soit disponible dans le musée pour le temps des fêtes. Dernièrement, Femmes et Sœurs a procédé au dévoilement de son nouveau nom et de sa nouvelle identité de marque. En effet, l'organisation qui œuvre en l'entrepreneuriat depuis plus de 25 ans se présente désormais sous le nom d'Evol. Notre collègue Maryse Mongeau s'est entretenue avec la directrice de l'organisme, Mélanie Marin. Alors, je suis avec Mélanie Marin, directrice régionale de l'organisme Femmes et Sœurs qui œuvrait, mais qui œuvre toujours dans le développement de l'entrepreneuriat féminin au Québec. L'organisme se dédie toujours à cette même vocation, mais sous une autre identité. Alors, on l'appelle maintenant Evol. Bonjour, Madame Marin. Bonjour. Pourquoi avoir changé Femmes et Sœurs pour Evol? Bien, dans le fond, je pense que le mot évolue le dit un petit peu comme organisation après 25 ans d'existence, on évolue. Oh! Alors, l'idée, c'est qu'on évolue vers d'autres aspirations, dans le sens qu'on continue à aider nos femmes entrepreneurs, mais l'idée est de prendre, je pense qu'on a vu depuis les 25 dernières années l'impact que notre organisation a eu auprès des entreprises québécoises. Puis, je pense que c'est une belle marque de confiance que les deux paliers gouvernementaux nous donnent en nous permettant de prendre la même recette qu'on a pris pour nos femmes entrepreneurs, puis de créer d'autres modèles entrepreneuriaux pour peut-être auprès de la clientèle, mais pas peut-être, auprès de la clientèle sous-représentée en entrepreneuriat. Donc, quand on parle de la clientèle autochtone, de la clientèle, la communauté LGBTQ2+, les immigrants, les personnes racisées. Donc, notre organisation évolue en ce sens-là, dans le sens que le Québec évolue aussi. On parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle oui, de pénurie de main-d'œuvre, mais de manque de relève d'entreprise aussi. Donc, on veut créer des nouveaux modèles d'affaires, de gens d'affaires qui pourront peut-être créer un monde meilleur pour demain. Mais pourquoi là, sentir cet élan, ce besoin-là d'aller vers ces gens-là? Maintenant, notre conviction, c'est qu'en pouvant aider d'autres types de clientèle, particulièrement quand on parle des personnes racisées ou les personnes immigrantes, c'est des gens qui peuvent nous emmener une ouverture sur l'embauche de gens qui viennent de l'extérieur, qui connaissent le processus de l'immigration, qui permettrait d'outiller davantage des entreprises existantes. Donc, l'idée derrière pouvoir accompagner un plus grand éventail, c'est qu'on croit que ça peut apporter une richesse supplémentaire aux entreprises existantes dans les défis qu'on vit actuellement au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, entre autres. Puis on va financer dorénavant les entreprises qu'il y a au moins une personne de la communauté sous-représentée en entrepreneuriat qui a au moins 25% des actions d'une entreprise. Donc, que ce soit une femme, une personne handicapée, une personne autochtone, une personne racisée. L'idée, c'est quand il y a un actionnaire qui a ce mindset-là, autant la femme, autant la personne racisée, ça apporte une richesse, une intelligence collective de plus à l'entreprise. Donc, l'idée, c'est d'être en mesure, c'est pour ça que je dis que la femme, depuis qu'elle a au moins 25% des actions d'une entreprise, on a vu comment les ressources humaines, au fil des années, se sont bonifiées en entrepreneuriat, puis ça a fait un vent de changement. Donc, on croit, par exemple, que l'arrivée d'immigrants qui seraient actionnaires dans une entreprise pourrait emmener l'autre actionnaire qui a 75% des parts, que ce soit une femme, que ce soit un homme, mais emmener une philosophie différente à l'entreprise qui aurait une ouverture encore plus grande sur l'immigration, puis une compréhension, parce qu'on a toute une ouverture, on est tous en pénurie de main-d'œuvre. Puis vos nouveautés avec le changement de nom aussi, ça se remarque dans quel domaine? Dans le fond, dans le changement de nom, ce qui est le plus grand, c'est aussi une enveloppe, une bonification de notre enveloppe de financement. C'est tout près de 53 millions qui est disponible pour l'ensemble des entreprises du Québec qui se qualifient dans les critères là, au volet de la diversité et l'inclusivité, mais aussi au niveau du développement durable. Donc, dorénavant, on fait du prêt de 20 000 à 450 000 des beaux taux d'intérêt, des amortissements intéressants. Donc, vraiment un produit financier qui vient répondre à des besoins, naturellement en complémentarité avec les partenaires de l'écosystème qui sont déjà présents. On choisit les gens
avec qui on veut travailler. L'idée pour nous n'est pas nécessairement de faire plusieurs prêts dans une année, mais d'accompagner une entreprise. Donc, on choisit ceux qui ont envie de travailler avec nous, puis on les emmène, on les accompagne pendant leur année de financement avec nous. Puis, je pense que nos autres partenaires de l'écosystème ont compris ça. Puis, c'est pas rare que c'est même eux qui font les montages financiers puis nous mettent dans le montage financier, considérant le plus-value qu'on peut apporter. Après un an d'absence, le Rendez-vous des artisans est de retour cette année et aura lieu les 20 et 21 novembre prochains au Centre culturel de Passepébiac. Eliane Joseph, responsable aux communications à la Ville de Passepébiac, nous informe à ce sujet. Bonjour Eliane. Bonjour. Le Rendez-vous des artisans est de retour cette année? Oui, pour une 18e édition. Donc, l'année passée, on a pris une année de répit par rapport à la COVID. Et cette année, on revient les 20 et 21 novembre dans une édition un petit peu plus intime, disons. Parce que si on se souvient, les 2 dernières années, le salon était... parcourait entièrement le centre culturel. On avait envahi le centre culturel, mais cette année, par rapport à la santé publique, on a des règles à suivre et puis, bien, ça va être concentré dans la salle de spectacle. OK. Qu'est-ce qu'on va y retrouver cette année? Cette année, quand même, on va avoir 30 artisans avec une belle panoplie de produits. Donc, je vais prendre le temps d'en nommer quelques-uns. On va avoir des jeux pour enfants, des décorations de Noël, des ustensiles en bois, des produits cosmétiques, des produits du miel, de l'érable, on va avoir du chocolat, de la pâtisserie, des vêtements, de la porcelaine, des bijoux, du vin, des thés, des tisanes, du tricot et on va même avoir une peintre qui va créer sur place des peintures. Là, les gens, ils peuvent venir échanger avec les artistes, mais ils peuvent acheter aussi. Oui, les gens peuvent acheter. Souvent, les artisans qui sont présents sont équipés pour payer avec des cartes. Et puis, c'est sûr que c'est préférable des fois d'apporter de l'argent comptant. Mais les gens, les artisans sont prêts à vous recevoir. Ils sont vraiment impatients de revenir parce que là, ça fait 2 ans qu'ils travaillent. Puis là, ils sont tous contents, puis ils sont tous énervés, puis ils sont heureux de revenir à Passepébiac pour notre salon. C'est tous des artisans du coin. Oui, principalement, mais quoi qu'on a quelqu'un de la vallée de la Matapédia, ça se promène un petit peu de partout dans la baie des Chaleurs, puis même MRC Avignon. Donc, c'est une belle panoplie très diversifiée. Le Rendez-vous des artisans, c'est organisé par qui au juste? Bien, c'est une organisation de la Ville de Passepébiac, du Centre culturel, mais on a un comité qui nous aide dans la sélection des artisans et surtout Mme Carlan Wood qui a fait un travail extraordinaire pour faire la recherche d'artisans et aller travailler à l'inscription. D'accord. Y a-t-il eu beaucoup de candidatures cette année? Disons, on a 30 artisans. On avait reçu à peu près une 50aine de demandes. Mais faute d'espace, là, on a dû faire une sélection là, pour choisir les artisans qui vont être ici en fin de semaine. Un événement comme ça doit demander quand même pas mal de travail. Bien, c'est un travail de longue haleine. Hein? On commence l'été, au début de l'été, commencer à recevoir les candidatures. Ensuite, bien, c'est faire la sélection de tout ce beau monde-là. Ensuite, bien là, le gros travail va commencer, là, c'est la décoration de la salle. Hein. La salle de spectacle au Centre culturel, c'est quand même une grande salle qu'il faut habiller. Puis on est fiers à Passepébiac, on va avoir une belle salle. Fait que on met beaucoup d'efforts pour l'accueil des artisans. Et aussi, bien, pendant tout ce temps-là aussi, on a un petit service de restauration. Donc oui, c'est quand même un événement qui est long à préparer. Là, c'est sûr que les mesures sanitaires sont en place. Les gens vont-ils avoir l'obligation d'avoir le passeport vaccinal? Non, parce que selon la santé publique, là, je vous parle en date d'aujourd'hui, le Vaxicode n'est pas obligatoire parce que c'est comme considéré comme un centre d'achat. Okay. Donc, les gens n'ont pas besoin d'avoir leur passeport vaccinal. Par contre, bien sûr, ils vont être obligés de porter leur masque. Et aussi, il va y avoir un trajet à sens unique dans la salle de spectacle. Donc, ils vont entrer par une porte et sortir par une autre pour suivre les règles de la santé publique. En tout cas, on espère que, en date d'aujourd'hui, c'est comme ça. On espère que la fin de semaine du salon, que ça ne changera pas, mais pour l'instant, c'est comme ça.
Ça fait 2 ans qu'on attend avec impatience que notre événement revienne. On est super excités qu'il revienne. On vous espère en grand nombre. Les artisans ont travaillé fort pour vous recevoir et vous présenter leurs belles créations. Alors, je pense que c'est un rendez-vous à ne pas manquer encore cette année à Passepébiac. Dans notre émission de la semaine dernière, Dimitri Côté, le coordonnateur de l'association LGBT+, Baie des Chaleurs, nous a expliqué leur inquiétude face au projet de loi numéro 2. Mais certaines personnes se demandent encore, mais qu'est-ce que cet organisme au juste? Alors, voici quelques explications. Bonjour Dimitri. Salut André, ça va? Oui, ça va bien toi? Oui. Pouvez-vous nous expliquer en premier lieu, LGBT+, Baie des Chaleurs, c'est quoi au juste? Oui, bien, l'association LGBT+, Baie des Chaleurs, on est un groupe communautaire qui a la mission vraiment là, d'améliorer les conditions de vie des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, des personnes transgenres également, puis toutes celles qui sont en questionnement au niveau de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre dans toute la Baie des Chaleurs. Okay. Par ça, bien, on fait des activités sociales pour briser l'isolement des communautés qu'on appelle LGBT+. On répond au téléphone aussi, on peut faire de l'accompagnement plus individuel. On offre également de la formation, que ce soit pour les écoles, les milieux de travail, pour vraiment travailler à ce que toutes les personnes des communautés LGBT+, soient vraiment bien intégrées à la société ici dans la Baie des Chaleurs. D'accord. Vous avez déménagé? Oui. Vous avez des nouveaux locaux? Oui, on a des nouveaux locaux. On est déménagé, on était dans les dernières années à Bonaventure. On est déménagé à New Richmond. Fait qu'on est extrêmement excités à ce que les membres, les personnes de la communauté LGBT+, de la Baie des Chaleurs, viennent nous visiter, viennent voir nos nouveaux bureaux. C'est une bonne nouvelle. Puis on a bien hâte de rencontrer tout le monde, créer des liens à New Richmond. La journée de l'économie sociale organisée par le pôle de l'économie sociale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, qui a eu lieu jeudi le 14 octobre dernier, a attiré une trentaine de participants en personne et en ligne. Nous avons rencontré pour vous Noémie Bernier, la directrice du pôle, pour vous en parler. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi au juste le pôle d'économie sociale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine? C'est quoi son rôle? Bien, on est une organisation régionale qui est reconnue là, pour le développement de l'économie sociale. On est un interlocuteur privilégié là, reconnu par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et puis, ce qu'on fait, on travaille à la valorisation de l'économie sociale, au renforcement des entreprises sur le territoire. On soutient aussi des projets là, qui sont en émergence, en entrepreneuriat collectif. Et on travaille à avoir un écosystème de soutien fort autour de ces entreprises-là. Puis vous existez depuis quand, au juste? Dans le fond, le pôle était anciennement un comité de travail dans la conférence régionale des élus. Donc, il y en a qui nous connaissent par cet historique-là. Mais officiellement, depuis 2015, on est une organisation incorporée. Et puis, on travaille à diverses vitesses, là, je dirais, là, mais on est encore actif. Là. OK. Le 14 octobre dernier, à Carleton-sur-Mer, il y avait eu une journée de l'économie sociale. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, bien en fait, le pôle tient toujours une journée régionale de l'économie sociale en lien avec l'Assemblée générale annuelle, donc ça revient à chaque année. Puis à chaque année, bien, on se pose la question sur quoi on veut travailler cette année. Parfois, on est plus au niveau grand public, on fait connaître l'économie sociale. Puis là, cette année, on s'est dit, bien, on va y aller plus dans notre mandat d'enforcement des entreprises et on a traité du sujet de la pénurie de main-d'œuvre. Bon, comme on se disait, on ne peut pas amener des gens à travailler dans nos entreprises. Donc, le but, c'était vraiment d'outiller les entrepreneurs dans le cadre de cette journée-là. On a eu un contenu qui était axé notamment là-dessus, donc un panel de discussion d'entreprises ou d'entrepreneurs qui venaient parler de bonnes pratiques, finalement, au niveau ressources humaines. Puis, il y a eu une formation qui a été très, très appréciée par ailleurs là, sur le marketing RH. Donc, comme je vous dis, c'était dans le but d'outiller les entreprises dans cette période particulière. Vous avez également tenu une première activité de Sismic. C'est quoi au juste? Oui. Sismic, c'est notre parcours d'incubateur là, pour les jeunes de 18 à 29 ans, pour les initier puis les accompagner dans leurs projets là, en entrepreneuriat collectif. Donc, leur faire connaître un peu c'est quoi l'économie sociale, mais ça va jusqu'à même les accompagner pour, dresser un canevas d'équipe, faire une espèce de modèle d'affaires et tout ça. Et dans d'autres régions où Sismic a réussi à
avait le vent dans les voiles avant le nôtre ici en Gaspésie-les-Îles. Il y a eu des entreprises qui sont nées de ce parcours-là. Dans le fond, ça donne des outils aux jeunes et comme je dis, ça les initie à l'entrepreneuriat collectif où on n'en entend pas vraiment parler dans le cadre des parcours scolaires, par exemple, et tout ça. Là. Donc, c'est un peu le mandat de ce projet-là. Au début de la pandémie, il y avait un sondage que vous avez réalisé auprès de vos membres. Qu'est-ce qui en est sorti de ce sondage-là? Oui, bien c'est ça. En fait, on voulait tâter le terrain, savoir comment allaient les entreprises après, presque un an là, dans pandémie, mesures sanitaires et tout ça. Ce qui est ressorti, c'est beaucoup de créativité puis d'innovation, je vous dirais. Parce que oui, il y avait des défis, puis oui, il y a des entreprises qui ont eu, des temps très difficiles, là, dû à finalement, la diminution d'activité, donc perte de revenus, etc. Mais en même temps, ils ont été amenés à se repositionner. Donc, ce qui est ressorti du sondage, ça a été beaucoup quand même là, finalement, des bons coups, qu'est-ce qu'on a fait finalement pour s'en sortir? Parce que c'était plus ça la posture de nos entreprises, c'est de dire, OK, là, c'est difficile, on a tel défi, mais comment on fait pour finalement répondre aux besoins pour lesquels on a été créé, malgré un contexte pandémique? Y a-t-il des choses qui s'en viennent au niveau du pôle? En fait, on parlait de sismique tout à l'heure. On est en train de structurer finalement notre premier calendrier là, de cohorte, ou en tout cas du moins d'accompagnement de projet. Fait que ça s'en vient. Et puis sinon, on a un autre projet là, avec la Fondation Lucie-André Chagnon qui nous permet d'avoir une autre ressource. Donc, on est 3 pour... je pense que c'est historique, on peut le mentionner comme ça, mais on est 3 maintenant dans l'équipe. Et donc, on aura travaillé aussi sur ce projet-là. Donc, il y a des choses, notamment des laboratoires d'émergence qui vont s'en venir, des activités plus grand public. Puis sinon, actuellement, c'est le mois d'économie sociale. Donc, on a quand même des campagnes et des concours. Donc, il faut vérifier sur notre page Facebook. Et dans les radios, là, on a aussi des petites informations sur l'économie sociale qui sont en boucle là, pendant le mois. Ce fut une saison estivale record pour le Bioparc de la Gaspésie cette année. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Marie-Josée Bernard, la directrice générale du Bioparc, pour vous en informer. Vous avez eu une très bonne saison cette année. La saison estivale, ça a été très achalandé. Oui, on est très satisfait de nos résultats de la saison qui s'est terminée le 3 octobre dernier. C'est une saison record pour nous, là, le meilleur achalandage à vie depuis les 20 quelques années d'existence du Bioparc. Alors, on a terminé à 37 335 visiteurs. Donc, oui, c'est un excellent résultat. Puis, les statistiques pourraient changer un petit peu là, au cours des prochaines semaines parce qu'on attend encore quelques visites de groupes scolaires, là, soit sur place ici même au Bioparc ou encore de façon virtuelle là, via nos ateliers éducatifs virtuels qu'on présente depuis l'année dernière. Donc, c'est un peu les résultats. C'est sûr que le gros attrait du Bioparc, c'est les animaux, évidemment, mais on a plein d'autres activités qui sont présentées durant la saison estivale. On a une équipe de naturalistes, interprètes de 7 à 8 personnes, 7 à 8 guides naturalistes qui sont sur le site durant l'été pour présenter différentes activités éducatives. On a différentes activités un peu plus intimistes, immersives, comme les soirées pleine lune ou encore dormir avec les loups. Dormir avec les loups, c'est une activité qui implique de dormir justement sur le site, de passer la nuit sur le site du Bioparc dans des cabanes de trappeurs, de style trappeur. Alors, cette année, on a renouvelé le contenu de cette activité-là. On a renouvelé aussi l'enveloppe parce que les cabanes de trappeurs, c'est nouveau depuis l'an passé. Alors, on a quand même plusieurs personnes qui en ont profité cette année pour dormir sur le site, profiter des activités en soirée avec la guide animatrice et entendre les loups hurler et voir les loups de près durant ce séjour-là. Ouais. Puis idéalement, les gens intéressés à y participer, faut-il qu'ils s'y prennent pas mal d'avance? Oui, bien, c'est mieux de réserver. Là. À l'heure actuelle, notre calendrier pour 2022 n'est pas encore sorti. Il va sortir en début d'année. Là. Donc, au mois de début janvier, probablement, on sort notre calendrier pour les activités de la saison suivante. Dormir avec les loups, c'est une activité qui se donne les mercredis et les samedis de juin à octobre. Donc, il s'agit de surveiller le site web du Bioparc là, pour voir apparaître le calendrier. Fait que les gens qui veulent réserver choisissent leur séjour à partir du calendrier. Là, ouais. Et vous avez même des chalets, des petits chalets
que les gens peuvent louer? Oui, mais on a des chalets, des résidences de touristes. On a 9 chalets sur la rue Beaubassin, donc sur le bord de la mer, ici à Bonaventure. C'est des chalets qui sont en location à l'année. Donc, c'est possible de faire une location n'importe quand. Sauf que pour la saison estivale, la saison forte, il faut y penser d'avance parce qu'ils sont très en demande à l'heure actuelle. Là, justement, de la mi-juin jusqu'à la fin août 2022, c'est déjà complet depuis quelques semaines déjà. Mais en dehors de ça, il reste encore des belles semaines au mois de mai, juin, par exemple, ou septembre, octobre, là, et même à ce temps-ci, là, ou dans le temps des fêtes, par exemple. Fait que, ouais. Là, c'est sûr que la saison estivale, bien, elle est terminée. Mm-hmm. Mais il y a encore des groupes qui peuvent s'inscrire. Tout à fait. Bien, en fait, le bioparc, il est ouvert presque à l'année sur réservation pour les groupes. Donc, par exemple, un groupe scolaire ou un autre type de groupe qui voudrait faire une visite dans les prochaines semaines ou même cet hiver, ça prend un minimum de 15 personnes. Et sur réservation, donc, on les accueille sans problème. OK. Y a-t-il des choses qui s'en viennent prochainement? Oui, on a toujours des projets sur lesquels on travaille. Actuellement, on est à finaliser notre plan d'affaires pour un projet de développement important qui devrait se dérouler sur 4 à 5 ans, là, donc un horizon 2022-2026. On est à finaliser un peu les projections de tout ça et c'est quelque chose qu'on va commencer à présenter au public là, dans les prochaines semaines, une fois qu'on aura notre plan d'affaires de bien ficelé. Mais on prévoit des améliorations, des ajouts, des attraits majeurs là, qui vont se faire au bioparc dans les prochaines années. Ouais. En terminant, le bioparc ici est ouvert depuis quand? Le bioparc, on est ouvert depuis 1998. Donc, on en est à notre 23e année là, d'existence. Ouais. Puis là, dans les dernières années, mais il y a eu beaucoup d'innovations aussi. Oui, bien en fait, on a procédé à plusieurs améliorations, effectivement. Là, depuis, en fait, on a commencé en 2009 ou à peu près. On a fait ça en quelques étapes, entre autres, les chalets locatifs, les résidences de tourisme dont on parlait tantôt, ça date de 2009. Ensuite de ça, on a ajouté l'insectarium. On avait ajouté par le passé aussi la petite ferme et tout ça. Dans les dernières années, là, les derniers investissements qui se sont faits, on a fait des ajouts comme le pavillon des amphibiens reptiles, par exemple. On s'est doté d'un hall d'accueil fermé. Autrefois, on était à l'extérieur ici. Donc, tout ça fait partie des dernières améliorations qu'on a apportées ces dernières années. Là. Y a-t-il pas mal d'activités qui se font l'hiver? En hiver, ben oui, c'est sûr que c'est un peu plus tranquille qu'en été, mais quand même, on a toujours des ouvertures ponctuelles. Bon, à la semaine de relâche scolaire, on est ouvert. On fait 1 ou 2 soirées pleine lune durant l'hiver aussi. Un safari photo. Puis comme je le mentionnais tantôt, ben on est ouvert sur réservation pour les groupes. Donc, c'est un peu ce qui se passe durant la saison hivernale. Là. Fait que les gens qui ont besoin d'informations ou qui voudraient prendre des réservations, ils vous rejoignent comment? Par téléphone, tout simplement, au 418-534-1997, c'est le numéro du bioparc, ou encore en passant via notre site Internet. L'ensemble de l'information est là pour soit prendre l'information sur les activités ou encore nous rejoindre là, par courriel. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 7 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!